Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial Crash Bitcoin et crypto. Est-on en train d'assister à une capitulation au niveau des ETF? C'est ce qu'on va aller voir, en tous les cas, les chiffres le démontrent. Imaginez que les ETF, les possesseurs d'ETF en Bitcoin, c'est 50 milliards à peu près. 10% de ces ETF ont été bradés, ont été vendus sur le marché en 13 jours. Donc c'est peut-être un signal de capitulation, c'est ce qu'on va voir sur la partie actualité. Et sur la partie graphique, je pense que quand on est dans une situation de crise comme ça, ce qu'il faut, c'est surtout pas zoomer sur les graphiques, c'est dézoomer. On va se mettre en weekly. Oui, la semaine n'est pas terminée, mais vous verrez qu'on est sur des niveaux qui commencent à être extrêmes. Et on va aller voir les niveaux sur lesquels il va falloir absolument rebondir pour avoir une pattern similaire finalement à ce qu'on a connu dans les deux précédents cycles. Donc en ce moment, absolument tout le monde, et ça peut être l'une des raisons du crash d'ailleurs, c'est l'IPO de SpaceX ou le hold-up parfait. Est-ce que les gens sont en train de liquider leur vente de l'argent pour récupérer de la liquidité pour participer à l'IPO de SpaceX? C'est complètement possible. L'introduction en bourse du groupe spatial contrôlé par Elon Musk courant juin fera supporter le risque de l'opération aux épargnants. Une bascule historique porteuse de risques majeurs analyse. Donc ça, on suivra ça, ça va être hyper intéressant. Il y aura un dossier spécial ce week-end. Ensuite, c'est un grain de sable, mais c'est quand même important de le voir, c'est ce qui se passe dans les highs aussi. Broadcom plonge après les résultats qui ternissent l'optimisme autour de l'IA, et vous allez voir que c'est en train de faire plier. Vous savez, c'est un peu comme la vente de 32 bitcoins de stratégie. Des fois, il suffit d'une petite annonce comme ça, anodine, pour faire retourner un marché. Au niveau de Broadcom, c'est des mauvais résultats, mais vous verrez que c'est pas catastrophique, mais on cherche la moindre faille pour se retourner, pour prendre des bénéfices, je pense. Chiffre d'affaires de 22,19 milliards contre 22,27 milliards. Donc pour moi, c'est peanuts la différence. On cherche plutôt un prétexte de vendre et de prendre des bénéfices. C'est ce qu'on va aller voir au niveau des indicateurs. Donc là, au niveau du pétrole, c'est en train de pas mal baisser, moins de 78, et ça permet enfin, donc le pétrole, qu'est-ce qu'on voit? On est sur ce trend, voilà, sur cette espèce de trend. On s'est retourné sur la MM50 en ouvrant un énorme gap. Ici, est-ce qu'on va combler le gap? C'est ce que j'ai cru ces derniers jours. Finalement, patatras, ça repart à la baisse. Ce qui va être important, c'est une cassure de la MM100 autour des 90 $. Donc, ce qui se passe actuellement avec le pétrole, ça a permis au CAC 40 de se reprendre un peu, plus 1,07, largement porté par le valeur du luxe, qui sont complètement, de toute façon, démontées, hein. Toutes, elles prennent 50% de baisse. Voilà, comme une altcoin, hein. Il y en a qui prennent même 60%, et on parle de LVMH, de Hermès, d'Essilor Luxottica, de Ferrari, de valeurs comme ça, hein, quand même, hein. Et donc, vous voyez que ça arrive même à des mastodontes qui pèsent en centaines de milliards. Donc, au niveau du S&P 500, on est en baisse de moins 0,19 et c'est sur le Nasdaq que ça prend plus cher avec les résultats de Broadcom. Le début d'une longue série de résultats dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est monstrueux. 4,4 milliards d'outflows en 13 jours. Ça n'arrête pas. C'est des centaines de millions tous les jours. C'est des demi-milliards certaines journées. Ça n'arrête pas. Et il y a vraiment une espèce de FUD. Est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? On a le Bitcoin qui a perdu 21% depuis le 15 mai. Donc c'est depuis un peu plus de 2 semaines, hein. C'est vraiment très récent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça vend massivement, massivement, massivement en termes des ETF. Ont-ils des infos qu'on n'a pas? Le problème des ETF, je l'ai toujours dit, c'est que derrière, vous avez aussi bien des grosses banques comme JP Morgan, comme Goldman Sachs, que des milliers et des milliers de retail de particuliers. Donc quand on regarde les chiffres, on voit que la spirale ne s'arrête pas, hein. Voilà, des moins 396, des moins 500, moins 483. Moi, je pense que si ça continue à vendre comme ça massivement, et ce qui est bizarre, c'est que iBit, il est toujours à 818 000 pièces. On dirait que ça ne bouge pas. Voilà, ça reste toujours à 818 000, malgré les ventes massives, j'arrive pas à comprendre. Tous les jours, ils s'échangent des centaines de millions sur l'iBit, et là, il reste toujours 818 000 pièces. Franchement, je trouve ça très très bizarre. Ensuite, Apex et Archive, c'est des projets que je connais pas, mais c'est surtout Goldman Sachs, qui est l'une des plus grandes banques de la planète, qui se lance dans les actifs, dans le RWA, et c'est la première fois que je vois une banque de ce nom, parce que pour moi, l'immobilier tokenisé, c'est pas forcément un secteur d'avenir. Je voyais pas des grosses banques aller dans ce secteur-là. Et là, on est vraiment dans l'immobilier tokenisé, et c'est Goldman Sachs. Donc ça met du poids sur ce secteur. Il s'associe à deux projets que je connais pas, mais c'est surtout Goldman Sachs qui est en train petit à petit de venir. C'est pratiquement les derniers. Il y a Morgan Stanley aussi qui est arrivé après, à se lancer de plus en plus dans les actifs tokenisés. Et eux, ils ont choisi l'immobilier tokenisé. Donc c'est intéressant au niveau des grosses banques.
Ensuite, c'est tout le monde s'y lance, hein. On a OKX, on a Kraken, on a tout le monde qui se lance de ça sur les pré-IPO market. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ceux qui influencent vraiment le marché. Les premiers à s'être lancés, c'est hyper liquide. Imaginez SpaceX, ils ont lancé euh, les pré-IPO sur SpaceX, c'était en décembre 2025 déjà. Donc c'est hallucinant, ils avaient 4-5 mois d'avance sur tout le monde. Coinbase se lance et il démarre sur le pré-IPO, donc c'est tout ce qui est pré-introduction en bourse par exemple. C'est sûr qu'ils vont lancer OpenAI, Anthropic, avant que ça sorte officiellement sur le marché. Vous pourrez en acheter. Sur Coinbase, c'est un peu comme une option, il faut faire attention et on verra si derrière ça se transforme en action, mais en général c'est l'idée. C'est de la spéculation, ça permet de spéculer sur des actifs avant qu'ils rentrent en bourse et après la cotation va s'aligner au cours de bourse de SpaceX. Donc on fera un dossier ce week-end et ça fait partie des options pour ceux qui veulent, par exemple, venir investir dans SpaceX avant même le lancement de l'introduction en bourse. Maintenant, c'est dans pile 8 jours. Suite Cosmos, ça fait très très plaisir parce que ça continue à build. Cosmos qui fait l'acquisition de Explorer Minscap, donc c'est une plateforme en Corée du Sud et surtout ça montre que Cosmos est toujours en vie. Voilà, il continue à travailler, Cosmos Lab Korea, et ils sont en train de continuer à faire des acquisitions. Bah, ça montre déjà que c'est en vie, que le projet n'est pas à l'arrêt et c'est l'un des seuls, voilà, des seules grosses fusions qu'on a actuellement ces derniers temps. C'est toujours une nouvelle. Au moins, ça veut dire que Cosmos n'est pas est toujours en vie, tout simplement. Ensuite, on a Standard Chartered, qui est vraiment une banque prestigieuse en Angleterre, qui nous explique que le Bitcoin est proche d'un point bas. On va aller voir aussi qu'ils ont complètement revu à la baisse leurs prévisions pour fin d'année. Je crois qu'ils prévoyaient 250 000 dollars pour le Bitcoin ou 200 000 dollars. Ils prévoyaient 7 500 dollars sur Ethereum. Vous allez voir qu'ils ont largement, largement coupé leurs prévisions et leurs prévisions qui datent d'il y a quelques semaines, hein. C'est pas des prévisions de l'année dernière. Et donc, qu'est-ce qu'il nous explique? C'est qu'avec les ventes massives du moment, c'est peut-être ça, là, ce qu'on a vu sur les ETF, les ventes massives, c'est peut-être une capitulation. Les gens prennent peur et vendent sans se poser de questions, quel que soit le prix du Bitcoin. Et ça, en général, c'est souvent des signes de capitulation de marché. Il nous explique qu'on peut aller éventuellement vers 50 000 dollars et ensuite repartir sur un cycle haussier. On va aller voir leurs prévisions. Standard Chartered encore qui réduit son objectif pour Ethereum de 47%, le TH passe sous les 1800. Donc ce qui est fou, on en a parlé sur cette chaîne, c'est qu'ils prévoyaient, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois en tout cas, 7500 dollars pour Ethereum à la fin de l'année. Peut-être même il y a 15 jours, on avait vu ça. Et là, vu que le marché a baissé, c'est ça les banques. Les banques, vous voyez, ils ont un beau métier, hein. Ça chute, ben on chute. Le token explose, ben on fait exploser nos prévisions et on s'adapte à chaque fois. Ils font ça sur les actions depuis des décennies, si c'est pas depuis des siècles. Et donc maintenant, ils ont divisé par deux. Au lieu de 7500, ils prévoient 4000 dollars. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prévoient quand même une valeur de 40 000 dollars. Imaginez, 40 000 dollars à horizon 2030, dans 4 ans. Donc 40 000 dollars quand ça vaut 1009, ça veut dire x20, même plus que x20. Donc c'est hallucinant. Et pour le Bitcoin, pareil, ils prévoient, voilà, ils continuent mine de rien, 40 000 dollars en 2030, ça c'est osé, ça veut dire que minimum x20, si c'est pas x25 même. Alors, la cause de tout ça repose sur l'utilisation du réseau, le nombre de transactions et la valeur totale verrouillée sont proches de niveaux records en termes d'ETH, bien que les jetons. On parle toujours un peu des sujets, c'est tokenisation, stablecoin et les agents AI aussi. Et il nous explique que je considère la performance de TH très similaire à Jeff Bezos avait décrit pour l'action Amazon lors de l'éclatement de la bulle technologique en 2001. Il considère ainsi le repli actuel comme un assainissement et non comme une défaillance structurelle. Voilà. Donc c'est intéressant. Franchement, c'est quand même courageux de maintenir, même s'ils ont largement baissé leur cible. Alors Tom Lee, c'est pire que tout, lui. Bon, après, il faut comprendre qu'il en a 5% d'Ethereum. Tom Lee voit Ethereum à 250 000 dollars grâce à l'IA et la tokenisation qui transforme la finance. En tous les cas, c'est JP Morgan qui nous expliquait récemment que la blockchain, ça allait être une révolution dans les marchés financiers. Peut-être que c'est par rapport à ça, mais 250 000 dollars pour Ethereum, soit 50 fois son niveau actuel, pourvu qu'il ait raison. En tous les cas, ça fait plaisir d'avoir ce genre de chiffres quand on se fait bouger de la sorte. Donc au niveau des marchés, on a des volumes stratosphériques, regardez, c'est quasiment 70 milliards sur
Bitcoin. Ça, on l'a vu, c'est faux, mais il y a quand même plus de 100 milliards sur Tether. Et on a très gros volume sur Ethereum, hein, 30 milliards quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport au graphique? Je me suis mis en weekly. C'est que regardez, ici, on avait tapé les 30. Ensuite, on est allé. Regardez, hein, je suis sur Ethereum, pardon. On avait tapé les 30. On était monté un peu et on était venu se frotter encore aux 30, mais on n'était pas allé sous les 30. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que on était sous les 30, on est allé exploser même 50. C'est allé trop vite. La logique voudrait que si on reste sur des choses similaires à ce qu'on a connu en 2022 et au cycle précédent encore, c'est que logiquement, on va venir se rapprocher des 30, mais on va rebondir avant les 30. Donc ça irait plutôt sur, bah, éventuellement, ça veut dire qu'on peut continuer à chuter, mais là, tout de suite, on est déjà à 33. Imaginez qu'on est monté à 50. Donc ça rend relativement optimiste. 34, bah, on pourrait chuter encore, mais pas tant que ça. Regardez, ce petit pullback, une fois, deux fois, trois fois, c'est ce qu'on vit ici. Où c'est intéressant maintenant à analyser, c'est par rapport au MACD. Ce qui est intéressant sur le MACD, c'est qu'on a explosé, on a fait un golden cross et jamais on a fait un dead cross dans l'autre sens. Jamais, jamais. Des années plus tard, hein, on l'a fait, mais là, on était déjà parti largement plus haut sur le Bitcoin. C'était en septembre 2023, on était déjà très très haut. Donc ça, c'est pour moi un indicateur important ici parce qu'on a l'impression que ça veut faire un dead cross. La logique voudrait qu'on reparte au niveau du MACD. Ça va être à suivre avec beaucoup d'attention. Et je trouve que le RSI, voilà, nous montre qu'on peut chuter encore. Est-ce que ça veut dire qu'on ira vers les 50 000 comme nous le dit Standard Chartered? Mais vous voyez qu'on est déjà descendu très très bas. Sur Ethereum, c'est à peu près la même chose, regardez. Ethereum, par contre, c'est encore plus proche de ce qu'on a fait en 2022. On était sous les 30 et jamais, regardez, ensuite, jamais on est descendu sous les 37. Bah là, vous voyez que c'est différent. On est en train de descendre beaucoup plus bas. Mais la logique voudrait qu'on descende plus sous les 30. On est allé se frotter aux 50, comme à peu près ici. Et au niveau du MACD, la même chose. On est venu s'y frotter et on est toujours reparti. Voilà. Là, ça va être à suivre parce que on est en train de. On a l'impression qu'il veut se retourner. On va faire que les gros dossiers. Sur XRP, pareil, on a été sous les 30. On est monté, on est revenu s'appuyer sur les 30. Tac, on est quasiment sur les 30 déjà. Solana, un peu pareil. On a fait un espèce de double bottom sur Solana. On a fait une première fois ici, une deuxième fois, troisième fois. Ça, c'est le crash FTX qui a impacté énormément Solana. Solana avait beaucoup d'FTX, souvenez-vous à l'époque. Et donc, ça a pris très très cher. C'est venu faire un espèce de double bottom, mais on est resté globalement au-dessus des 30. Et au niveau du MACD, regardez, on n'a jamais fait un dead cross. Donc là, ça va être hyper important. La clôture on verra ça dimanche. Et enfin, Chainlink qui était très bien de 30 à 50, qui se replie. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? TRX qui était à 70 qui se replie. Double top à 70. On m'a fait une très bonne remarque effectivement sur TRX, c'est qu'on a peut-être une épaule, tête, épaule. Sur ZEG, pardon. Donc en quotidien. Donc là, on était à 70. XLM qui était sur une très belle pattern, bah, qui prend un peu de la prise de bénéfice. On se fait rejeter sur Tao. On a fait peut-être un double top au-dessus des 50. Et là, on se replie. On est en train de craquer ici. Donc tout ça, c'est provisoire. On refera l'analyse complète en weekly, c'est le dimanche. Et donc, on va très rapidement passer. Ton coin NIR. NIR pour moi qui est vraiment pas mal. Des bougies d'incertitude, on dirait en weekly. Repli pour BNB. Ondo, ça se replie. ENA, c'est un peu mollasson. Injective, très belle dynamique, largement au-dessus des 50, hein, mine de rien. Injective, c'est incroyable. On est passé de 30, on est allé à quasiment 60. AKT, toujours au-dessus des 50, mine de rien. Render, on se frotte aux 50. FET, on est venu se frotter aux 50, hein, mine de rien. On est venu se frotter sur NMR. AVE, qui est en train de chuter à des niveaux historiquement bas. Hop. Morpho, je sais pas ce qui se passe, ça ne marche pas, donc on va vite passer. Mais Morpho, c'est au-dessus des 50, c'est toujours propre. Arkham, bah, on est plutôt sur encore une belle dynamique. Et WorldCoin qui est en train de tout exploser. Ce que je voulais regarder, c'est MicroStrategy qui est en train de se retourner complet. On va se mettre en quotidien. Ah, un peu comme ici, hein, regardez, on est allé sous les 30. Là, pareil, je vais me mettre en 5 minutes parce que j'ai envie de voir ce qui se passe sur stratégie là, avec l'ouverture. Je pense que ça peut être intéressant
de voir ce qui se passe. On va se mettre en 4 heures. Ouais, on est peut-être en train de rebondir. Et vous voyez qu'on n'est pas loin des plus bas ici, hein. Après, il faut se mettre en 8 heures, je pense, pour voir. On était descendu à 100 dollars. À 100 dollars, je ne me poserai aucune question. À 129, bah, c'est déjà pas mal, hein. On a perdu quasiment 70%. Quoi, 35%, pardon. On était à 200, on est à 130. On a fait une belle baisse et on a toujours, voilà, Capital B, pareil, qui tente un rebond après avoir vraiment chuté très très violemment. Et donc, ce sera tout pour moi. J'espère que ce dossier spécial vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me mettre un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao à toutes.